la rébellion écossaise de 1745. Bonjour à tous. En 1745, une révolte partie d'Écosse a bien failli changer l'histoire de l'Angleterre et plus largement celle du monde. Pourtant, tout a commencé par le débarquement au bord d'un loch écossais d'un prince quasi inconnu, accompagné seulement par 7 hommes. Et pourtant, ce prince va parvenir à lever une armée capable de faire trembler Londres. C'est l'histoire de la révolte jacobite de 1745-1746, souvent appelée The 45 par les Britanniques, l'une des dernières grandes révoltes écossaises contre la domination anglaise, et certainement la plus romantique. Une aventure incroyable, qui commence comme un conte de fées et se termine dans le sang sur le champ de bataille de Culloden, marquant la fin d'une époque pour l'Écosse et les Highlands. Cette révolte, qui est menée par le jeune et charismatique Charles-Édouard Stuart, qui est plus connu sous le nom de Bonnie Prince Charlie, n'est pas seulement une tentative désespérée de restaurer les Stuarts sur le trône d'Angleterre. C'est aussi l'ultime soubresaut d'un mode de vie ancestral, celui des clans des Highlands. Découvrons aujourd'hui cette épopée tragique qui a façonné l'imaginaire écossais et qui continue d'inspirer des romans, des films et des séries. Je vous parlerai justement d'un roman à la fin de l'épisode, donc écoutez bien jusqu'au bout. Et je vous promets que dans cet épisode, on verra à l'œuvre de grandes manœuvres diplomatiques, du panache et un courage désespéré. Préparez-vous pour un voyage dans le temps, au XVIIIe siècle, quand le destin de l'Écosse se jouait entre les brumes des Highlands et les salons de Versailles. Avant d'évoquer la révolte jacobite de 1745, remontons à la glorieuse révolution de 1688. Alors, elle n'est pas très connue en France, mais elle est très importante en Angleterre. Cette année-là, le roi catholique, Jacques II Stuart, est chassé du trône. Et il est remplacé par sa fille protestante, Marie, et surtout par l'époux de celle-ci, Guillaume d'Orange. Alors, les partisans de Jacques II, qu'on appelle jacobites, d'après le latin Jacobus, pour Jacques, n'acceptent pas cette destitution. Ils la considèrent comme illégitime. Pour eux, la ligne de succession légitime passe par les descendants directs de Jacques II. Son fils donc, Jacques-François-Édouard Stuart, qui est surnommé The Old Pretender, le vieux prétendant, puis son petit-fils, Charles-Édouard Stuart. Et alors cette question dynastique se double d'enjeux religieux et culturels. Les Stuarts sont catholiques, comme une partie des Écossais, notamment dans cette région qu'on appelle les Highlands. Mais ce n'est pas tout. L'adhésion à la cause jacobite est aussi une forme de résistance contre l'assimilation anglaise, particulièrement après l'acte d'union de 1707 qui unit les royaumes d'Écosse et d'Angleterre. Et c'est d'ailleurs à partir de l'acte d'union qu'on parle de Grande-Bretagne pour qualifier ce nouvel ensemble. Dans les Highlands écossais, cette résistance est d'autant plus forte que le système des clans, cette organisation sociale, ancestrale, qui est basée sur la loyauté à un chef, donc ce système est menacé par les réformes imposées depuis Londres. Alors il y a déjà eu plusieurs tentatives de restauration des Stuarts sur le trône, notamment en 1715, avec une première révolte jacobite d'envergure en faveur des Stuarts, mais toutes ces tentatives ont échoué. Celle de 1745 est la dernière et la plus spectaculaire. En fait, il faut comprendre que le contexte international est alors favorable aux jacobites. La Grande-Bretagne est engagée sur le continent dans la guerre de succession d'Autriche contre la France, et Louis XV, le roi de France, voit dans les jacobites écossais un moyen de déstabiliser son ennemi en ouvrant un second front. Et c'est ainsi qu'en juillet 1745, le jeune Charles-Édouard Stuart, âgé de 24 ans, débarque en Écosse. Alors il connaît pas du tout le pays. Il est né à Rome, il a vécu son enfance et ses années de jeunesse entre l'Italie et la France. Et contrairement à ce qui était prévu, il arrive presque seul. Les navires français qui devaient le soutenir ont été dispersés par une tempête. Il n'est donc accompagné que de 7 hommes. Bon, ce sont des débuts modestes. Et à dire vrai, plusieurs chefs de clan lui conseillent alors de renoncer et de retourner en France. Mais c'est bien mal le connaître. Le jeune prince est convaincu de sa bonne étoile et de son destin. Et cette détermination, combinée à son charisme naturel, rallie bientôt à sa cause de nombreux clans des Highlands. La révolte est lancée.
Le 19 août 1745, l'étendard jacobite est levé dans la vallée de Glenfinnan, marquant le début officiel de la rébellion. Et contre toute attente, les premiers succès sont fulgurants. Les forces jacobites, qui sont formées principalement de Highlanders, donc les hommes des Highlands, progressent rapidement. Édimbourg tombe sans combat significatif le 17 septembre. Puis, 4 jours plus tard, le 21 septembre, lors de la bataille de Preston Pans, le petit mais féroce corps d'armée de Charles-Édouard met en déroute la première force gouvernementale envoyée contre lui. Alors cette victoire a un effet énorme. Elle renforce la conviction de Charles-Édouard que son entreprise est bénie par la Providence. Et surtout, elle encourage d'autres clans et des sympathisants à rejoindre sa cause. L'armée jacobite gonfle jusqu'à compter environ 6000 hommes. C'est l'apogée de celui qu'en Écosse on surnomme désormais Bonnie Prince Charlie. Alors fort de cette armée, le prince décide alors de marcher sur Londres pour revendiquer la couronne. Pas seulement la couronne d'Écosse, mais aussi la couronne d'Angleterre. Alors c'est un pari audacieux, mais risqué. Le 8 novembre 1745, l'armée jacobite traverse la frontière anglaise et progresse sans rencontrer de résistance majeure jusqu'à Derby. Et à Derby, on est seulement à 200 km de Londres. Alors là, la panique s'empare de la capitale anglaise. L'armée est sur le continent a lutté contre la France et il y a peu de forces disponibles pour contrer cette offensive. Le roi anglais, George II, prépare même ses bagages pour fuir vers le Hanovre. Oui, il était d'origine allemande. Les banques sont assiégées par des clients qui veulent retirer leur argent, craignant l'arrivée imminente des barbares écossais. Mais à ce moment crucial, une controverse éclate parmi les chefs jacobites. Et malgré l'insistance de Charles-Édouard Stuart pour continuer vers Londres, ses conseillers militaires, notamment Lord Murray, l'obligent à faire demi-tour. En fait, ils sont inquiets de l'absence de soulèvement populaire en Angleterre en faveur des Stuarts. Et ils ont eu des informations sur l'avancée de 3 armées gouvernementales qui convergeraient vers eux. Et c'est ainsi que le 6 décembre 1745, la décision fatidique est prise. L'armée jacobite fait demi-tour et retourne en Écosse. Pour beaucoup d'historiens, c'est le moment où la révolte est condamnée. Pourtant, le retour vers l'Écosse se fait dans un ordre remarquable. Malgré la déception, les Highlanders gardent leur discipline et ils infligent même une nouvelle défaite aux forces gouvernementales à Falkirk le 17 janvier 1746. Mais entre-temps, le duc de Cumberland, le fils du roi George II, est revenu du continent. Il a pris le commandement des forces gouvernementales. Il est impitoyable, il est déterminé, et il va poursuivre implacablement les Jacobites jusqu'en Écosse. Et son armée est composée de soldats professionnels, bien équipés, bien nourris, et surtout bien reposés, contrairement aux Highlanders, qui sont épuisés par toutes les campagnes qu'ils ont pu mener. Et c'est ainsi que le 16 avril 1746, par une journée froide et pluvieuse, les deux armées se font face sur la lande de Culloden, près d'Inverness. L'armée jacobite est dans un état déplorable. Les hommes sont affamés après des mois de campagne dans un pays aux ressources limitées. Beaucoup ont même déserté pour rentrer chez eux, et ceux qui restent sont épuisés. Ils n'ont pas dormi de la nuit parce qu'on a tenté une attaque surprise contre le camp de Cumberland. Sauf qu'avec la nuit, les Highlanders se sont perdus et ce fut un échec complet. De plus, le terrain choisi pour cette bataille n'est pas adapté pour la tactique traditionnelle des Highlanders, c'est-à-dire la charge frontale. La lande de Culloden est plate et marécageuse, ce qui freine l'élan des combattants écossais. Face à eux, l'armée gouvernementale est disciplinée, reposée et surtout supérieure en nombre. Elle compte environ 9000 hommes contre 5000 du côté jacobite. Elle dispose aussi d'une artillerie plus nombreuse et mieux utilisée. Et justement, la bataille de Culloden commence par des tirs d'artillerie terribles pour les jacobites. Les canons gouvernementaux, mieux placés, mieux dirigés, déciment les rangs écossais pendant près d'une demi-heure, avant que ceux-ci ne puissent répondre efficacement. Impatients et voyant leurs camarades tomber sans pouvoir riposter, les Highlanders décident de charger, et malgré les ordres de leurs officiers qui auraient préféré attendre. Mais la boue qui ralentit leur avancée les prive de l'effet de choc
qui fait habituellement leur force. En face, les troupes gouvernementales britanniques ont aussi adapté leur tactique. Après les défaites précédentes, le duc de Cumberland a formé ses hommes à contrer la charge des Highlanders. Par exemple, les soldats britanniques ne visent plus l'homme qui leur fait face, mais celui qui se trouve à leur droite, pour contourner le bouclier que le Highlander porte sur son bras gauche. Et le résultat, c'est un massacre. En moins d'1 heure, l'armée jacobite est mise en déroute. Entre 1500 et 2000 Highlanders sont tués ou blessés, contre seulement 50 morts du côté gouvernemental. Charles-Édouard, voyant le désastre, est physiquement entraîné hors du champ de bataille par ses officiers. La défaite est totale et la répression qui suit est impitoyable. Car le duc de Cumberland ne se contente pas de cette victoire. Il ordonne à ses troupes de poursuivre et d'exécuter les fuyards. Il va gagner le surnom en Écosse de « The Butcher », le boucher. Les blessés sur le champ de bataille sont achevés. Les prisonniers sont sommairement exécutés ou enfermés dans des conditions inhumaines. Des villages entiers qui sont soupçonnés de sympathie envers les Jacobites sont brûlés. Et pendant ce temps, Charles-Édouard entame une fuite désespérée à travers les Highlands et les îles écossaises. Il est traqué par les troupes gouvernementales avec une prime de 30 000 livres sur sa tête, une somme astronomique pour l'époque. La période qui suit la bataille de Culloden est l'une des plus sombres de l'histoire écossaise. Le Parlement britannique adopte une série de lois punitives, les actes de proscription. Le port du kilt et du tartan, ce motif de tissage qui indique l'appartenance à un clan, est interdit. La cornemuse est déclarée instrument de guerre et son usage proscrit. Le système des clans est démantelé. Les chefs perdent leur pouvoir juridique traditionnel sur leur terre. C'est une politique en fait déterminée de destruction de la culture gaélique et des structures sociales traditionnelles des Highlands qui est mise en œuvre. C'est le début de ce que l'on appelle plus tard les Highland Clearances, cette longue période où les populations des Highlands sont déplacées pour faire place à des fermes d'élevage de moutons beaucoup plus rentables. Quant à Charles-Édouard, sa fuite devient légendaire. Malgré la fortune promise à qui le capturerait, aucun des Highlanders ne le trahit. Au contraire, il est aidé, notamment par Flora MacDonald, une jeune femme qui le déguise en sa servante, Betty Burke, pour le faire passer incognito d'une île à une autre. La France envoie aussi des navires qui le cherchent sur la côte ouest de l'Écosse. Et finalement, le 20 septembre 1746, il parvient à embarquer sur l'un d'entre eux et regagne la France. Sa vie future est marquée par l'alcoolisme et les désillusions, bien loin de l'image héroïque du Bonnie Prince Charlie, qui survit dans les chansons et dans les légendes écossaises. Alors l'échec de cette révolte marque aussi la fin définitive des espoirs jacobites, et la cause des Stuarts ne se relève jamais de cette défaite, même si Charles-Édouard et son frère Henri continuent à porter les titres royaux dans leur exil romain. La France avait discrètement soutenu l'entreprise, mais sans jamais s'y engager pleinement. À vrai dire, à Versailles, on n'y croit pas beaucoup. La France donc abandonne la cause jacobite. Louis XV est beaucoup plus préoccupé par ces guerres continentales. Il ne voit plus d'intérêt stratégique à soutenir un prétendant vaincu. L'échec de la révolte de 1745 et la répression qui a suivi transforment en profondeur la société écossaise, et plus particulièrement celle des Highlands. La destruction du système des clans rompt des liens sociaux séculaires. Les chefs de clan, qui étaient traditionnellement responsables du bien-être de leurs hommes, deviennent progressivement de simples propriétaires terriens, plus préoccupés par la rentabilité que par leurs responsabilités ancestrales. Cette transformation engendre aussi un phénomène majeur, l'émigration massive des Highlanders vers les colonies britanniques, principalement en Amérique du Nord. C'est ainsi que des milliers d'Écossais traversent l'Atlantique, emportant avec eux leur culture et leurs traditions. On voit apparaître de fortes communautés écossaises en Nouvelle-Écosse, comme son nom l'indique, dans les 2 Carolines, du Nord ou du Sud, ou en Géorgie. Et paradoxalement, cette diaspora continue à préserver certains aspects de la culture des Highlands qui s'étiolent en Écosse même.
Des traditions musicales, des danses, des expressions linguistiques gaéliques survivent mieux dans ces communautés du Nouveau Monde que dans leur pays d'origine. Et dans le même temps, l'intégration de l'Écosse au sein du Royaume-Uni s'accélère. Les régiments écossais deviennent un pilier de l'armée britannique et les Écossais s'illustrent dans l'administration coloniale, le commerce international et même l'industrie naissante. Et c'est finalement avec le romantisme du XIXe siècle que l'on redécouvre et qu'on réinvente aussi largement l'héritage des Highlands. La visite du roi George IV à Édimbourg en 1822, qui est orchestrée par l'écrivain Walter Scott, marque symboliquement la réconciliation entre la couronne britannique et l'Écosse. Le roi lui-même, d'ailleurs, porte le kilt lors des cérémonies, un vêtement qui était interdit quelques décennies plus tôt. La reine Victoria poursuit cette tendance en s'entichant des Highlands. Elle fait construire d'ailleurs le château de Balmoral. Et l'image romantique du Highlander, valeureux et loyal, qui était considéré jadis comme un dangereux rebelle, devient maintenant un symbole de la britannité et de ses valeurs martiales. Mais sous cette apparente réconciliation, la mémoire de la révolte jacobite et de sa répression continue à vivre dans la conscience collective écossaise. Les chansons jacobites, transmises oralement, maintiennent vivant le souvenir du Bonnie Prince Charlie et de la cause perdue des Stuarts. Cette mémoire alimente une forme d'identité nationale distincte, qui ne s'est jamais complètement fondue dans la britannité. D'ailleurs, on peut y voir les germes du nationalisme écossais moderne, et des mouvements d'autonomie ou même d'indépendance qui ont émergé au XXe siècle. Car si Charles-Édouard Stuart a perdu la bataille de Culloden, il a gagné une place dans l'imaginaire écossais, comme assez peu de figures historiques à vrai dire. Son aventure continue de fasciner plus de 2 siècles et demi après les faits, inspirant des œuvres littéraires, musicales et cinématographiques. Alors cette période fascinante m'a d'ailleurs tellement passionné que j'ai décidé d'en faire le cadre de mon roman historique, L'affaire écossaise. Si cette histoire de la révolte jacobite vous a captivé aussi, je vous invite à découvrir donc ce roman qui vous plonge au cœur de cette époque troublée. Vous y suivrez Ewan, un jeune officier écossais servant comme espion pour Louis XV, d'abord en Suède, puis dans l'Écosse de son enfance, où il se retrouve mêlé au destin du prince Charles-Édouard Stuart. J'ai vraiment pris plaisir à écrire cette intrigue, qui mêle enquête, espionnage et histoire, et j'espère que vous aurez autant de plaisir à la lire. Et c'est une histoire vraie en plus, que j'ai découverte lors de mes recherches pour ma thèse d'histoire. Alors vous trouverez le livre pour l'instant sur Amazon, et toutes les informations sont en description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cette page méconnue mais fascinante de l'histoire britannique et écossaise. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de l'épisode ou même du livre. Vos commentaires sur Spotify, par exemple, sont toujours très précieux pour moi. Vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description. Et l'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.